Alors, la structure que l'on a créée, sur laquelle on travaille depuis quelques temps, et qui existe officiellement depuis janvier cette année, c'est finalement de voir la création d'entreprise comme un vecteur de l'innovation. Et un vecteur, j'ai envie de dire, presque au sens viral, virus du terme. Je sais pas si j'ai... Bon, vous m'excuserez les approximations des métaphores sciences de la vie. C'est-à-dire qu'il faut vraiment inoculer l'innovation dans le corps social ou dans le corps d'une plus grosse entreprise. Il faut bien voir que la plupart de ces sociétés qui se créent autour d'une innovation, chacune d'elles peut espérer trouver les moyens de sa propre croissance et finir comme ça, comme étant un leader mondial, mais le plus probable est finalement qu'elle se fasse racheter par une autre entreprise qui finalement aura minimisé son risque parce qu'il y a une première entreprise qui aura fait le pari que cette invention peut se transformer, répond à un besoin solvable et donc peut se transformer en innovation, et finalement le plus gros rachètera le plus petit. Et il faut regarder les choses telles qu'elles sont. On ne parle évidemment que des sociétés, alors soit celles qui meurent, ça on en parle un petit peu de temps en temps, soit celles qui réussissent vraiment bien. Donc on fait un film sur Zuckerberg, on pourrait faire un film sur les inventeurs de Google, etc. Mais fondamentalement, ça c'est dans la courbe de Gauss des entreprises qui se créent, c'est les deux extrêmes. Ce qui se passe au milieu, ce sont des sociétés qui vont trouver naturellement un adossement sur une autre entreprise industrielle et qui va permettre son plein développement. Je vais donner un exemple. Une des sociétés issues d'INRIA qui s'appelle Ilog a fait tout le chemin, a fini coté au Nasdaq, etc., etc. Et puis il y a 3 ans maintenant, disons après 4 ans, a été racheté par IBM. Alors qu'est-ce que ça veut dire donc c'était pas une jeune société, c'était plus de 20 ans, 800 personnes, ce qui pour un éditeur de logiciel est une grosse société, 800 personnes c'est beaucoup de monde pour ce style de société. C'est quoi la différence? Quand vous discutez avec le PDG fondateur de Ilog, il vous explique, quand j'étais dans Ilog, mes produits, on était 800, j'avais une centaine de commerciaux, je suis arrivé dans IBM, j'en avais 80 000. Donc évidemment, en termes de vente, il y a juste pas photo. Il y a, ça a un effet bêtement mécanique. Et donc, finalement, les produits innovants d'Ilog, Ilog en tant que tel n'avait pas le temps, ou n'avait pas les moyens d'avoir une telle diffusion. Alors que les commerciaux d'IBM étaient très contents d'aller voir leurs clients et leur dire, vous savez, on a un nouveau truc, c'est super, vous devriez me l'acheter. Et évidemment, ça a un effet immédiat. Donc ça, c'est un point qu'il faut aussi garder présent. Mais cela étant, il faut commencer par créer ces sociétés qui sont des vecteurs d'innovation, qui transportent le virus de l'innovation et qui le diffusent dans les autres entreprises. Deuxièmement, quand on crée une entreprise sur la base de technologies issues de la recherche, en général, les fondateurs, et il est normal qu'il en soit ainsi, les fondateurs de la société sont les gens qui maîtrisent la techno. Pourquoi ce sont eux? Parce que, quelque part, ils proposent une vision et la crédibilité de leur vision repose sur la crédibilité qu'ils ont vis-à-vis de la techno qu'ils ont entre les mains. Et donc, très souvent, vous entendrez dans les discours un peu convenus qu'il faut surtout pas que les chercheurs s'occupent d'entreprises, etc., qu'il faut des managers. Ce n'est pas complètement faux, mais ce n'est pas complètement vrai. Au démarrage, les inventeurs, les chercheurs ont une place importante parce qu'ils sont les seuls capables de donner de la crédibilité. Après, au fur et à mesure que l'entreprise se structure, vient le moment où d'autres gens peuvent intervenir, d'autres fonctions de l'entreprise qui sont très importantes sur le marketing, sur le commercial, qui sont des choses extrêmement, le montage de partenariats, qui sont des choses difficiles à faire. Mais fondamentalement, il faut faire ça. Mais au démarrage, les chercheurs sont indispensables, il faut les regrouper, il faut juste travailler avec eux pour leur faire comprendre que ça ne pourra pas rester exactement dans cet état-là et qu'ils doivent en permanence avoir présent à l'esprit non pas la dynamique de la recherche telle qu'ils la faisaient dans leur laboratoire, mais de prendre la vision du marché, d'essayer de comprendre ce qu'attend le marché. Et donc la proposition que nous on fait, c'est d'être à côté d'eux et en quelque sorte de leur permettre petit à petit de prendre en compte ces dimensions. Et donc
certains d'entre eux peuvent se transformer en très bons managers, donc je veux dire, ça n'est pas interdit, mais ce n'est pas non plus obligatoire. Et par conséquent, on a le temps d'amener la société dans une situation où des gens venus de l'extérieur vont apporter un avantage déterminant. Alors, finalement, IT Translation, c'est un cofondateur. Nous cofondons des sociétés avec des chercheurs. Et donc, nous travaillons avec eux comme un fondateur actif. Donc, comme je dis toujours, dans les sociétés, il y a la grand-mère qui veut faire plaisir et qui met un peu d'argent. Et puis, il y a des fondateurs qui sont actifs. Donc, nous, on est dans la catégorie actifs. Et donc, on travaille avec eux sur le projet d'entreprise. On essaye de leur donner d'avoir une vision un peu, enfin une certaine ambition pour le projet de l'entreprise. On est centré sur les technologies logicielles et puis en plus, non seulement on participe activement à la fondation, mais on met aussi de l'argent dès le début. On est capable de mettre 300 000 euros très rapidement dès qu'on est d'accord sur le projet d'entreprise. Et donc ça, c'est un avantage, disons, enfin pour les gens qui doivent chercher de l'argent, ils savent que c'est un point important. Alors on a commencé, donc je vous ai dit que ça avait été créé au mois de janvier. On avait commencé un petit peu auparavant. Et donc aujourd'hui, on a déjà cofondé 5 entreprises. Il y en a 2 autres qui vont l'être d'ici la fin du mois. Enfin, on est soumis au délai de rédaction des statuts, etc. Ceux qui ont dit oui aiment beaucoup la proposition. Il y en a qui ont dit non, donc j'imagine qu'ils ne l'aimaient pas, mais en tous les cas, pour l'instant, c'est déjà pas mal de satisfaire ceux qui ont déjà dit oui. Et puis, on voit l'effet de la démarche. On a des gens qui sont des néo-entrepreneurs, on a des gens qui sont des entrepreneurs récidivistes. Et même si le travail au quotidien n'est pas le même avec un néo-entrepreneur qu'avec un entrepreneur récidiviste, on s'aperçoit qu'il y a toujours une utilité parce que quand on crée une société, on n'est pas beaucoup, il y a plein de choses à faire, il y a des choses intéressantes, des choses pas intéressantes. Il y a les gens qui n'ont pas d'expérience, ils oublient. Ceux qui ont de l'expérience, ils négligent les choses pas intéressantes parce qu'ils savent que c'est pas intéressant. Mais donc, on a toujours cette utilité et surtout, on est toujours là pour bien garder l'axe sur essayer de comprendre quel marché on vise et de quels besoins. Et puis, bon, ça c'est anecdotique. Du coup, l'existence d'un outil, comme d'habitude, favorise.